Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans notre émission Les joies de l'éco-construction. Je suis Sassa et c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les mardis. Je vous ai souvent emmené à la campagne sur des chantiers participatifs ou à la rencontre de personnalités qui œuvrent à Taïwan dans le domaine de la construction en matériaux naturels tels que la terre crue, le bambou et la pierre. Aujourd'hui, pour changer, nous allons parler du bois et je vous emmène dans la ville méridionale de Tainan. À Taïwan, quand je parle d'éco-construction, cela titille souvent la curiosité des gens, mais la plupart considèrent que ces habitations en matériaux biosourcés ou géosourcés ne sont réalisables qu'à la campagne. Et oui, les villes taïwanaises sont très denses. Taipei, par exemple, est l'une des villes les plus denses au monde. Vous le savez sûrement, Taïwan, c'est une île à peine plus grande que la superficie de la Belgique, mais 2 fois plus peuplée. Et la plupart des Taïwanais vivent sur seulement un tiers de l'île, car des montagnes escarpées occupent les 2 tiers du pays. Les Taïwanais construisent donc des immeubles qui ont tendance à être de plus en plus hauts, et beaucoup pensent que les matériaux naturels ne sont pas adaptés à des immeubles de plusieurs étages. Mais qu'en est-il vraiment ? En fait, ces dernières années, grâce à la recherche et à de nouvelles techniques, les constructions en bois sur plusieurs étages se sont développées notamment aux États-Unis, mais aussi en France. Par exemple, à Boulogne-Billancourt, la salle de concert La Scène Musicale, qui peut accueillir un public de plus de 1000 personnes, a une structure en bois. À Paris, dans le 13e arrondissement, c'est une tour de 50 mètres de haut, en bois, qui devrait bientôt voir le jour, comportant plus d'une centaine de logements. Dans le monde, les plus hauts édifices en bois ont près de 20 étages. Taïwan compte aussi des édifices en bois de style moderne, bien qu'ils ne soient pas très hauts. Le musée des beaux-arts de Jiayi, la gare de Chechang, la bibliothèque de Beitou, le musée du bois à Checheng, le siège de la compagnie Woodtech qui fait 5 étages, etc. Vous pourrez voir ces endroits dans les documentaires dont j'ai mis les liens sur le site de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre sorte de construction en bois, celles qui ont été bâties à l'époque de la colonisation japonaise. Il s'agit certes de maisons basses, d'1 ou 2 étages seulement, mais dans la jungle urbaine où l'on ne voit plus l'horizon, c'est important de conserver quelques bâtiments de petite taille, j'allais dire de taille humaine, pour pouvoir respirer. Certaines de ces maisons japonaises sont remarquables par leur longévité. C'est le cas de la maison de thé où je vous emmène aujourd'hui, qui a plus de 100 ans. Cette maison de thé a 103 ans, plus précisément. Elle s'appelle Shiba Mao. Elle se situe dans le centre-ville historique de Tainan, à environ 15 minutes à pied de la gare. Elle est discrète, à côté d'un petit parc, un peu caché sous un saule pleureur, qui rappelle d'ailleurs son nom d'origine. À l'époque japonaise, c'était la cantine à l'ombre du saule pleureur. Quand on passe le pas de la porte, il fait bon et ça sent bon. J'ai rencontré le gérant actuel, M. Ye Dongtai. C'est un passionné de culture. Il joue de la sitar taïwanaise en forme de lune, Yueqin. Un instrument que vous entendez souvent dans cette émission, et il adore chanter des poèmes en taïwanais. En 2012, il a répondu à un appel d'offres public pour faire vivre ce lieu, et c'est sa proposition qui a été choisie. Il a donc eu la chance d'ouvrir une maison de thé dans une maison japonaise qui avait été restaurée quelques années plus tôt. En 2005, la maison a été restaurée. En raison du climat humide à Taïwan, bien que ce soit du bois de très bonne qualité, il y avait des termites à certains endroits. Les travaux ont coûté l'équivalent de 150 000 € environ. Ce qui pouvait être conservé, comme les poutres principales de la charpente, a été conservé. Ce qui devait être changé a été remplacé par du bois plus récent. Pendant les travaux, des Japonais de passage nous ont dit qu'ils étaient très étonnés qu'on trouve encore à Taïwan des artisans qui savent restaurer ce type de maison traditionnelle japonaise, car on n'en voit plus beaucoup à Taïwan de nos jours. Il y reste quelques artisans qui maîtrisent encore ces savoir-faire. C'est vrai que l'on voit souvent dans le centre-ville de Taipei de vieilles maisons japonaises à l'abandon, souvent faute d'accord des propriétaires sur la restauration de ces bâtiments, car ce sont parfois plusieurs frères et sœurs qui partagent la propriété, et plus nombreux ils sont, plus il est difficile de se mettre d'accord.
Il y a toutefois quelques maisons qui ont été restaurées. Par exemple, récemment, plusieurs maisons japonaises de la rue Tidong sont devenues un petit musée, la base de la littérature taïwanaise, après leur restauration par la mairie de Taipei. À Tainan, le bâtiment en bois le plus emblématique qui a été restauré est certainement l'ancienne académie des arts martiaux qui se situe à côté du temple de Confucius. Ce bâtiment date de 1936 et a été construit en béton et en bois. Mais revenons à notre maison de thé, Shipa Mao, qui est encore plus vieille. En 2018, nous avons fêté les 100 ans de cette maison. Au départ, c'était un restaurant qui servait notamment des bento à emporter. Alors pour le centenaire, nous avons servi les plats sous forme de boîtes à bento japonais. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à retrouver le menu de l'époque japonaise. Donc nous avons décidé de servir sous forme de bento des spécialités de Tainan. Ce bâtiment a été construit en 1918. C'était une maison traditionnelle japonaise en bois. Bien sûr, le bois provenait de Taïwan. C'était une sorte de cyprès que l'on appelle kwaimu, dont l'essence est très odoriférante. Nous avons appris que cette maison appartenait à des Japonais originaires de Yokohama. Le restaurant était installé au rez-de-chaussée et au premier étage. Il y avait un petit deuxième étage qui servait pour le stockage. À l'occasion du centenaire, le descendant de la troisième génération de l'ancien propriétaire japonais a fait le déplacement jusqu'ici. Il nous a raconté que la maison n'avait pas changé depuis qu'il avait quitté Taïwan à l'âge de 6 ans. Ce monsieur a aujourd'hui 78 ans. Son retour à Taïwan en 2018 était son premier voyage à l'étranger depuis son enfance. Et cela l'a énormément ému de voir que cette maison était encore debout et qu'elle n'avait presque pas changé. Monsieur Ye Dongtai, le gérant, aime beaucoup parler de cet événement, ce grand banquet pour fêter le centenaire de cette maison qui l'a personnellement beaucoup marqué et qui a été couvert par la presse locale. Il aime aussi parler du confort thermique de cette maison en matériaux naturels. Certains murs étaient remplis avec de la terre argileuse sur de fines lamelles en bambou, puis on passait une couche de chaux blanche. En fait, ce sont des matériaux écologiques et ça permet aux murs de respirer. En hiver, quand il fait froid dehors la nuit, il fait bon ici à l'intérieur. C'est très agréable. Et en été, c'est agréable aussi. Les gens nous demandent comment on fait. On leur dit qu'on n'a même pas besoin d'air conditionné. C'est la ventilation naturelle. Dans le sud de Taïwan, le climat est humide et chaud. Parfois, c'est très dur à supporter. Un jour, je suis allé à Taipei en hiver. J'ai logé chez des amis qui habitaient dans un immeuble. J'ai trouvé qu'il y faisait très froid. Quand je suis revenu à Tainan et que je suis entré dans cette maison, je me suis dit « Oh, qu'il fait bon !» En été, la différence entre cette maison de thé et un immeuble en béton est encore plus flagrante. Quand l'air est très humide, le béton n'arrive pas à évacuer cette humidité qui reste à l'intérieur. En revanche, dans une maison en bois comme celle-ci, l'humidité est évacuée par les murs et on se sent bien à l'intérieur. Quand on construit en bois, on craint souvent les termites. Or, la plupart des termites ne s'installent que si le bois est très humide. Si l'on prend bien soin de la maison en aérant, notamment, si l'on évite de recouvrir le bois par du ciment, ce qui empêche le mur de respirer, le risque qu'il y ait des termites diminue. Un autre risque auquel on pense souvent pour le bois, ce sont bien sûr les incendies. En réalité, c'est un risque, mais à Taïwan, c'est un risque moins fréquent que les typhons et les tremblements de terre. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe de nouvelles techniques pour construire en un bois qui se consume moins vite en cas d'incendie. Quant aux tremblements de terre et aux typhons, on pense souvent que les maisons en bois sont moins résistantes que les bâtiments en briques ou en béton. Un stéréotype peut être colporté par l'histoire des 3 petits cochons. Mais qu'en est-il vraiment ? Il y a eu beaucoup de tremblements de terre à Taïwan ces 100 dernières années. Certains très forts. Et vous voyez, cette maison ne s'est jamais effondrée, contrairement à beaucoup de maisons en béton qui n'ont pas résisté. Donc, quel type de bâtiment est le plus résistant ?
Ce n'est pas forcément ce que l'on pense au premier abord. C'est pareil pour le confort. Vivre dans une maison en bois est plus confortable que dans du béton. Beaucoup de gens nous disent que quand ils entrent, ils se sentent bien et en plus, ça sent très bon. C'est l'odeur du bois. En réalité, l'être humain vit mieux dans des habitations construites en matériaux naturels. Sans compter que le bois apporte aussi un certain confort acoustique et que les maisons en bois sont des puits de carbone. Bref, les constructions en bois ont presque tout pour plaire. Je dis bien presque, car encore faut-il vérifier de quel bois il s'agit. À l'époque de la colonisation, les Japonais ont coupé beaucoup d'arbres à Taïwan pour les besoins du Japon. Ils ont replanté, mais en privilégiant des essences qui poussent plutôt vite, ce qui n'est donc plus la forêt primaire. Après la Seconde Guerre mondiale, les coupes de bois étaient une source de revenus important pour le gouvernement du KMT qui a replanté des conifères parce qu'ils sont facilement exploitables. La première loi sur la protection des forêts date de 1976 et elle a été renforcée plusieurs fois depuis. Aujourd'hui, il est possible de couper des arbres que dans des zones plantées à cet effet. Mais la production taïwanaise ne suffit pas, loin de là. La plupart des besoins en bois de Taïwan sont couverts par des importations de Malaisie, de Chine et de Thaïlande. Et le transport, sur de longues distances, c'est des émissions de CO2, donc ce n'est pas forcément écologique. Il ne faut pas non plus oublier que des forêts dont le bois est exploité ont un niveau de biodiversité bien moindre que les forêts qui se développent naturellement, comme le rappelle le botaniste Francis Allais dans sa tribune « Ne prenons plus les plantations de bois pour des forêts », publiée dans le journal Le Monde. Vous trouverez le lien sur le site de l'émission. Par ailleurs, il y a actuellement un engouement mondial pour le bois de construction et comme la demande augmente plus vite que l'offre, le prix augmente aussi et les fournisseurs ont parfois du mal à suivre. On ne peut pas faire pousser le bois plus vite que nature. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on utilise le bois comme matériau de construction, il vaut mieux être vigilant quant à sa provenance. Est-ce que ce bois vient d'une forêt exploitée de manière durable ? A-t-il fait des milliers de kilomètres pour arriver chez vous ? Autant de questions importantes à se poser si l'on souhaite réduire les impacts négatifs de la construction sur l'environnement. La filière bois, qui se développe peu à peu à Taïwan, a sûrement de beaux jours devant elle. Je pense que ces prochaines années, les architectes taïwanais utiliseront le matériau bois pour des constructions de plus en plus grandes. N'oublions pas toutefois les maisons japonaises, ces petites perles qui parsèment les villes. Lorsqu'elles sont restaurées, elles peuvent être à la fois des bâtiments écologiques et des lieux remplis d'histoire qui font le plaisir des touristes et des riverains. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Décidément, le temps passe trop vite. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Bonne continuation sur les ondes de Radio Taïwan International.